quand j'étais consultant, j'ai connu dans le monde de l'entreprise des managers ou des patrons qui étaient de type 8. Ça veut dire que tous les patrons sont type 8. Mais en même temps, sur les personnalités qui veulent tellement contrôler, vous voyez, contrôler leur univers, que ça aspire vers les postes de direction. Ça veut dire que tous les directeurs sont 8, que tous les 8 sont directeurs, évidemment, loin de là. Mais disons qu'il y a une proportion assez importante de personnalités de type 8 dans les postes de direction. Que ce soit des gens qui veulent, bon, alors, un tableau caricatural, forcément faux, des gens qui veulent contrôler leur univers, qui veulent tout contrôler autour d'eux, qui inconsciemment ont peur d'être trahis, d'accord? Donc ils voient tous les problèmes, tout ce qui ne va pas, donc ils sont parfois, pas toujours, mais parfois assez odieux sur le plan relationnel, en tout cas au travail, parce qu'ils vont voir tout ce qui ne va pas. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec le feedback négatif qu'avec les encouragements ou les compliments, d'accord? Parce qu'ils croient que si vous donnez un compliment, vous allez vous laisser aller, évidemment. Donc, très très exigeant, voilà, très fort. C'est vraiment un tableau caricatural, parce que je connais des 8 qui sont vraiment en totale maîtrise d'eux-mêmes et qui se comportent pas comme ça. Mais bref, j'ai connu, quand j'étais consultant dans le monde de l'entreprise, des patrons de type 8 qui contrôlaient tout et qui voulaient tout contrôler. Mais je peux vous dire que ce sont ceux qui contrôlaient le moins. Parce que quand on veut tout contrôler, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Tout se fait derrière leur dos, hein. Les gens ne sont pas bêtes, quoi. D'accord? Donc tout se passe en sous-main, tout se passait derrière leur dos, et en fait, ils contrôlaient beaucoup moins que ceux qui faisaient confiance. D'accord? Et ça, c'est un peu le lot de chaque type. En fait, on obtient un peu le contraire de ce qu'on veut obtenir. Quand on est comme moi, aux prises avec ses peurs, d'accord, et on est obsédé par la sécurité, ben on se met en danger, on est loin de le savoir. En fait, quand on se balade dans la rue, quand je me baladais à l'époque dans la rue, il y avait écrit victime sur mon front. Vraiment, et j'étais emmerdé, quoi, dans la rue. D'accord? En me libérant de mes peurs, pas toutes, hein, mais en me libérant de mes peurs, j'en ai encore, mais en me libérant de la plupart de mes peurs, on va dire, bah, on m'embête plus dans la rue, c'est bizarre. D'accord? Pourtant, on croit les statistiques de délinquance, ça va plutôt pas dans le bon sens. Mais on ne m'embête plus. Donc chacun finalement a tendance à générer ce qui va être éviter. D'accord? Et donc voilà, c'est ça. Continuons comme ça. Donc ça vous va, ça va aussi. Moi, je n'ai pas d'exigence de perfection, mais je suis parfaitement cool. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous direz que vous êtes dans la confiance? Que ces peurs se sont en partie dissipées? Alors, j'ai évolué vers la confiance, puisqu'en effet, le chemin, quand on a une personnalité de type 6, consiste de passer de la peur à la confiance. Donc, j'ai fait tout un travail pour avancer vers la confiance. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un curseur qui va de là à là, je suis plus par là. Je ne suis pas au top, mais je suis plus par là. Mais c'est jamais totalement gagné. C'est-à-dire, en fait, je sens bien que j'ai toujours une structure de peur dans ma personnalité. Ça veut dire que, même si j'ai pas de peur au quotidien, j'ai pas peur en sortant de bruit, j'ai pas peur j'ai pas toutes les peurs innombrables que j'avais autrefois, mais si j'entends par exemple une mauvaise nouvelle à la radio concernant, je sais pas, l'écologie, l'état du monde, tout de suite ça va activer une peur en moi. Ça revient facilement. Donc moi aujourd'hui, les peurs sont surtout situées à ce niveau-là. J'ai beaucoup de peurs personnelles, d'accord, mais j'ai vraiment des peurs par rapport à ça, elles sont focalisées là-dessus, sauf que c'est quand même des peurs. Et alors, vous me direz, oui, mais il y a des raisons de s'en faire, etc. Oui, oui. Et en même temps, je sais, pour l'avoir appris justement par ce parcours, je sais que c'est pas en étant dans la peur qu'on trouve des solutions, voire c'est en étant dans la peur, en voyant les problèmes, qu'on contribue en fait, aux problèmes. En physique quantique, en analyse systémique, on sait qu'un observateur influence l'observation. C'est un peu dur à comprendre, mais en fait, on a une influence. Si on met notre attention sur tout ce qui ne va pas, et surtout si on en parle, en fait, quelque part, on contribue de ces problèmes, on les alimente. Alors que si on a confiance, si on trouve en soi la confiance en soi et dans la vie et dans les autres, en se disant, on va s'en sortir collectivement pour la planète, et qu'on met notre attention sur les nombreuses initiatives tout à fait positives qui existent et qui ont lieu, et encore mieux si on en parle, en fait, on contribue à ce que ça aille mieux. Peut-être qu'on donne envie à d'autres d'en faire autant, et puis une espèce de spirale positive. Vous voyez, donc, la solution est prise dans la confiance. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai avancé, je ressens beaucoup de confiance dans ma vie en général, mais régulièrement, je peux retomber dans des peurs. Maintenant, quand je retombe dans la peur, ce qui m'arrive régulièrement, une fois de plus, j'en ai conscience tout de suite. Donc, je sais que c'est mon vieux schéma qui se réactive. Donc je sais comment travailler en moi pour aller retourner vers la confiance. Et
et vouloir y croire, parce que je sais que c'est dans cette solution, et dans donc cette position. les ressources viennent. Voilà, j'accède plus facilement à mes ressources qu'autrefois. Oui, clairement. Et donc vous parliez de cet enthousiasme, vous avez été passionné en découvrant l'énéagramme. Qu'est-ce que ça mobilisait pour qu'il y ait cet enthousiasme, à votre avis? Vous savez, je vous disais tout à l'heure que quand j'étais jeune, mes peurs me pourrissaient la vie et que l'une de mes grandes peurs, c'était les autres. En fait, j'avais tellement peur des autres que je me suis isolé des autres pendant peut-être les 20 premières années de mon existence. Mais vraiment, je n'avais pas d'amis. À l'école, j'étais tout seul dans un coin. Je fréquentais souvent une personne qui était comme moi, quelqu'un de très heureux. Donc voilà, on se trop heureux dans un coin de la récréation, dans l'espoir que les autres ne viennent pas nous taper dessus. Mais vous rigolez, mais j'avais vraiment peur d'agression physique. J'étais persuadé que les garçons sont quand même assez bagarreurs. Alors, je suis content d'avoir 2 filles aujourd'hui. Dans les cours d'agression, je rigole quand même. Vous n'aurez pas à les défendre. Les garçons, ils sont quand même un peu cons, parce qu'ils passent leur temps à se taper dessus. Mais moi, j'avais très très peur de ça. Donc, j'ai vécu toute mon enfance vraiment à l'abri parce que j'avais peur, donc je fréquentais personne. Mais du coup, j'avais appris à connaître les gens, à comprendre le fonctionnement humain. Et puis, quand j'ai dû choisir, comme tout le monde, à 17 ans, un métier, j'ai choisi une orientation dans le monde des finances, sans savoir que j'étais absolument pas fait pour ça. Que d'ailleurs, ça ne m'intéressait pas du tout, mais pas du tout. Juste parce que je savais que je serais planqué dans un bureau avec un ordinateur et des colonnes de chiffres analysées. Mais c'est vrai, je vous jure. J'en ai pris conscience après, évidemment. Mais en fait, c'est ce qui m'a attiré dans ce métier. J'avais peur des gens. Là, je me disais, je vais pas voir trop de gens. Sauf que je me suis retrouvé malheureux comme les pluies à ce poste-là. J'étais chargé d'études financières. J'analysais en effet les colonnes de chiffres en de journée. Je me faisais suer à mourir. Et donc, j'étais pas bon. Et donc, j'ai fini par me faire virer. Ça a duré 5 ans, comme cette plaisanterie. Et quand je me suis fait virer, je me suis retrouvé au chômage et que je ne savais plus du tout quoi faire de ma vie. Au bout de 2 ans de chômage, au début, je l'ai caché à tout le monde parce que j'avais honte. Je disais, je suis en création d'entreprise. Au bout de 2 ans, ça ne trouvait personne parce que mes parents me disaient, mais ils sont où tes clients? Donc j'ai dû cracher la Vanda. Ouais. Et justement, quand j'ai osé dire la vérité, j'ai du coup, au passage lâché prise sur une bonne image de moi, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est passé par le chômage. C'est banal, mais c'était pas le cas à mon époque. C'était le plein emploi. Hein. Dans les années 80, quand j'étais diplômé, honnêtement, c'était le plein emploi. J'ai signé 3 contrats de travail avant d'être diplômé. Vous voyez, ça fait rêver les jeunes, je suis désolé. Et moi, c'est pas pour ça que j'étais heureux. Vous voyez. Et donc, finalement, ce licenciement était un cadeau. Pourquoi? Parce que quand j'ai lâché prise sur l'image et que j'ai reconnu que oui, j'étais au chômage et que je foirais tout ce que j'essayais, parce que j'essayais quand même vraiment de créer une boîte, mais ça ne marchait pas non plus. J'ai échoué là aussi. Donc j'ai lâché prise et à ce moment-là, j'ai pu écouter mon cœur et non pas mes peurs. Et écoutant mon cœur, j'ai tout de suite senti dans quelle direction aller. Pour moi, c'était en l'occurrence l'humain qui m'intéressait vraiment. Ça faisait quelques années que je me soignais pour guérir mes peurs en psychologie, etc. Et je savais au fond de moi qu'il fallait que j'en fasse mon métier. Je travaillais sur la matière humaine, c'est ça que j'aimais, c'est ça que je voulais. Voilà, donc j'ai voulu devenir formateur et en plus, oublié votre question, en fait. Alors, l'énéagramme, comme elle dit. Non, mais j'ai pas fini, elle peut me répondre. C'est très bien ce que vous dites. Non, mais moi, je suis frustré quand même, quelqu'un se. Oui, c'est ces étapes difficiles pour toi. Oui. Voilà, et ça a été un moment justement pour te réaligner, te rapprocher de ton cœur. Oui. Bon, voilà. Alors, Eric le disait tout à l'heure, l'énéagramme c'est une histoire de cœur. Je vais reprendre tes mots avec soi. Ah si, j'ai retrouvé la question. Tu me demandais pourquoi être pris de passion pour l'énéagramme et avoir passé les jours dessus. Ouais. En fait, parce que quand on n'a pas compris les gens, parce qu'on s'est isolé des gens pendant des années, on a une soif de comprendre quand même. Mais moi, j'avais besoin d'outils pour comprendre les gens, puisque je n'avais pas compris par expérience. D'accord? Donc moi, j'étais vraiment fan de tous ces outils. Je m'abreuvais de PNL, d'analyse transactionnelle et ensuite d'énéagramme pour comprendre les gens. J'ai besoin de comprendre, on me faisait peur. Une façon de faire chuter la peur, c'est de connaître. C'est d'alimenter le mental. C'est le mental qui a peur. La peur, c'est une création de la tête, du mental. Donc, pour rassurer quelqu'un qui est dans le mental, il faut apporter des informations. Donc, les informations étaient les bienvenues. Et l'énéagramme étant l'outil le plus complexe, donc le plus proche de la réalité pour décrire la psyché humaine, évidemment, je me suis pris de passion pour l'énéagramme.
Voilà la réponse. Une histoire de cœur, de moi à moi, l'énéagramme, mais c'est aussi une histoire de cœur avec l'autre, avec les autres. Eh oui. Un outil qui permet cet échange autrement, cette compassion, ce regard sur l'autre autrement. Oui, parce que en fait, quand je ne connaissais pas et ne comprenais pas les autres, je pouvais, honnêtement, même si je ne suis pas fier, avoir tendance à être dans le jugement. D'accord, autant je comprenais mes problèmes, j'avais beaucoup de compassion pour mes problèmes. Je savais ce qu'était la peur. Mais par contre, quelqu'un qui est dans une problématique de colère ou d'image par rapport aux autres, etc., ça m'était relativement étranger. Mais je pouvais être dans le jugement ou le perfectionnisme, je pouvais être facilement dans le jugement des problèmes des autres, d'accord, ou des travers des autres. Mais quand on a compris en fait ce qui est derrière, quand on a compris quelle est la croyance de la personne qui l'amène à se comporter de telle sorte, même si c'est un comportement problématique, même si c'est un comportement qui nous est désagréable, on a forcément de l'empathie parce qu'on comprend. Et derrière une empathie, il y a la compassion qui vient derrière, mais de façon naturelle, parce qu'on comprend qu'il y a une souffrance derrière. Donc là où avant je pouvais rejeter le comportement de l'autre, ou le comportement, ou les paroles désagréables même à mon encontre, vous voyez, parce que je ne comprenais pas ce qui était derrière. À partir du moment où je me suis mis à comprendre quelle était la souffrance, j'ai accepté, j'ai pas forcément accepté le comportement, il faut savoir se défendre dans la vie évidemment, mais j'ai compris ce qui était derrière, j'ai compris la souffrance. Et donc là, ça donne à un moment donné une immense compassion, vous voyez, parce qu'on se met à la place de l'autre et on sait qu'il ou elle souffre aussi. Quoi. Donc ça a changé ma vie. Ça a littéralement changé ma vie. Et quand j'ai compris, mais vraiment par la suite, plus tard, que finalement le travail de tout un chacun dans la vie, c'était de passer de nos problèmes, de nos angoisses, de nos peurs, de nos colères, tout ce que vous voulez, vers l'amour. Finalement, pour moi, le travail, c'est ça, pour tout le monde. J'ai compris aussi que l'amour n'est possible que lorsqu'on comprend les autres. Parce que lorsqu'on voit juste le comportement qui est assez souvent problématique, pourquoi il est problématique? Parce qu'en termes de curseur, d'évolution, vous voyez, la plupart des gens sont à ce niveau-là. Moi j'étais là, la plupart des gens sont plus en proie aux problèmes de leur personnalité que éveillés. Donc, quand on est peu évolué au sein de sa personnalité, en fait, on est source de souffrance pour soi et on est pénible pour les autres. Franchement, moi, c'était dur pour mon entourage. J'étais persuadé que le monde était dangereux, qu'il fallait se méfier de tout et tout le monde, et que je doutais de tout, de la moindre de mes décisions. Je me souviens, je vais vous raconter une anecdote, tiens. pour ceux dont ce n'est pas la problématique, comprennent à quel point ça peut être l'enfer. D'accord ? Il y a 25 ou 30 ans, je venais de créer ma boîte. J'ai dû aller acheter à un moment donné des agrafeuses pour l'entreprise. 5-6 agrafeuses, on n'était pas nombreux. Bref, j'étais à acheter des agrafeuses. Donc il y avait peut-être 40 références d'agrafeuses. Du choix. D'accord. Donc tout de suite, au bon mental, je me suis mis à lister des critères. Il faut tel modèle suffisamment gros pour pouvoir épingler des documents un peu épais, oui, mais il faut un modèle suffisamment courant pour qu'on puisse trouver facilement les recharges, etc. Donc je me suis mis à ajouter les critères aux critères. Et au bout d'un moment, aucun modèle ne répondait à tous les critères. Donc je commençais à m'énerver un petit peu. Et puis j'ai commencé à suer à grosses gouttes. Je vous jure que c'est vrai. Là, pour le coup, je ne caricature pas. Je suais à grosses gouttes pour examiner un agrafeuse parce que j'étais incapable de prendre une décision. J'étais dans le doute. Et vraiment, mon esprit était fixé dans le doute. C'est pas drôle. Là, j'en ris maintenant parce que j'ai plus de problèmes, mais je vous assure, c'était un cauchemar. J'étais en enfer. D'accord? Et mon bac+5 en finance ne m'aidait pas. Et oui, ça ne nous aide pas au niveau psychologique, hein, les études. D'accord? Ça ne résout pas nos problèmes. D'accord? Donc il y a une vraie souffrance. Et donc, découvrant l'énéagramme, j'ai compris la souffrance de chacun. Donc partant de là, en fait, voilà, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans la compassion. Et donc quand vous êtes dans la compassion aussi, ça améliore vos relations, parce que l'autre ne se sent pas jugé, il sent que vous l'aimez. Et quand j'ai atteint le stade où j'étais capable d'aimer les gens malgré leur comportement négatif ou même des paroles négatives, là aussi ça change la vie. Merci Laurent. Alors nous avons deux phrases qui sont quand même assez élitiste, je vais dire comme ça. Réussir sa vie, beau projet, et je te promets la liberté, qui est un deuxième très beau projet. Comment
comment, selon vous, l'énéagramme peut conduire à voilà, réussir sa vie? Comment l'énéagramme peut nous amener à ce chemin de liberté? Alors, quand vous me posez une question, j'oublie au bout de 5 minutes, là vous osez m'en poser 2. Oui, je vais oublier immédiatement après que vous aurez... Voilà. Vous n'êtes pas très parfait dans le rôle de la journaliste. Bon, vous m'aiderez. Alors, laquelle Laurent? J'ai commencé par la plus rapide. Oui, la liberté. La liberté. Alors pourquoi je te promets la liberté en fait, parce que pour moi, quand on est voilà, en lutte avec ce que notre personnalité nous impose, que ce soit des peurs, des colères ou une exigence de soigner son image parce qu'on a très peur du regard de l'autre, c'est important pour nous en tout cas d'être aimé, d'être admiré, etc. Et quand on est vraiment en proie avec sa liberté, ben, on n'est pas libre. On n'est pas libre. On n'est pas libre, on ne peut pas écouter son cœur, on va jusqu'à se couper de notre cœur, et pourtant, je vais revenir dans la description, pourquoi je suis quand même. C'est super important d'écouter son cœur, mais on ne peut pas écouter son cœur si on est en colère, si on veut tout contrôler, si on veut être parfait, si on veut être admiré, si on a peur, etc., etc. Donc il y a un vrai problème de liberté. On n'est pas libre, d'accord, tant qu'on est tant qu'on vit sous le joug de sa personnalité, on est esclave de sa personnalité, on est esclave de tous ses schémas. D'accord. Donc la vraie liberté s'obtient quand on se libère de ça. Je vous confiais tout à l'heure que moi j'avais fait des choix de carrière, c'est quand même pas rien, des choix d'orientation et de carrière guidés par mes peurs. Vous voyez, pour planquer des gens, je choisis les finances, alors je déteste les finances. D'accord. C'est pas rien quand même. Si je ne m'étais pas fait, heureusement, licencié 5 ans plus tard, j'aurais pu passer ma vie entière là-dedans, j'aurais me faire tuer. Il y a des gens qui s'épanouissent, je suis pas en train de juger le monde économique. J'ai gardé des amis dans ce domaine, des gens qui sont parfaitement épanouis, mais moi, ce n'était pas mon truc, j'étais pas heureux dedans. Mais j'aurais pu y rester 40 ans si j'avais fait suffisamment d'efforts, si j'avais été un peu plus perfectionniste, si j'avais fait des efforts, j'avais eu la pression pour faire un bon boulot, j'y serais peut-être encore. Heureusement, ce n'est pas le cas, on m'a viré, alléluia. D'accord. Et j'ai pu expérimenter, parce que j'ai vécu dans l'échec, j'ai touché le fond du trou, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait une dépression quand même, de ne pas savoir ce que j'allais faire de ma vie à l'époque. Et c'est quand j'ai pu toucher le fond du trou que je me suis autorisé à être libre, je n'ai plus rien à faire. Donc là, j'ai pu écouter mon cœur. Donc la liberté, c'est ça, c'est vraiment travailler sur prendre conscience de sa personnalité pour se libérer de ses croyances à la noire, qui ne sont pas la réalité. D'accord. Première question. Deuxième question. Est-ce qu'une vie réussie? On me pose souvent la question, et ma question évolue un peu au fil du temps, parce que je continue d'apprendre, d'accord. Je crois que c'est Gandhi, un jour, qui répondait à une question, et après sa réponse, il y a un de ses disciples proches qui lui dit « Mais quand même, comment tu as pu répondre ça, alors qu'il y a 8 jours, tu as posé la même question et tu as répondu quelque chose de très différent. » Il s'est retourné vers lui et lui dit « Mais si tu savais tout ce que j'ai appris en 8 jours. » Donc voilà, aujourd'hui, le 19 septembre 2019, voilà quelle serait ma réponse. Ma réponse pour une vie réussie, aujourd'hui, je vous dirais plusieurs éléments. D'abord, une vie réussie, pour moi, c'est une vie dans laquelle on est soi-même. Donc, lien direct avec la première question. On est soi-même quand on s'est libéré, finalement, de cette espèce de fausse personnalité pour s'autoriser à écouter son cœur. D'accord. Au passage, une parenthèse, si vous suivez une formation Ennéagramme, si vous en avez suivi ou si vous avez l'intention d'en suivre, peut-être que, comme moi, vous n'aurez pas honte d'être du type qui est le vôtre, d'accord. Peut-être que vous serez très fiers, d'accord, parce que j'ai vu des gens qui étaient super fiers d'être du type 3 ou 7, très positif, etc., d'accord. Et moi-même, j'ai pu à un moment donné être fier d'être de type 6 quand j'ai compris qu'il y avait des aspects positifs à ça. J'ai pu développer une certaine fierté quand je me disais, bah ouais, je suis le roi de la prévoyance, c'est quand même top. J'ai pu développer vraiment une certaine fierté, d'accord, quand l'ego s'en est emparé à ce moment-là. Donc il y a vraiment, c'est-à-dire un réflexe de 6 qui voit des dangers, donc il y a un danger à apprendre l'énéagramme qui est de s'identifier à son type. D'accord. Si vous êtes fier d'être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 ou 9, vous êtes mal barré. Okay. Donc il y a un temps où vous pouvez être fier, parce que c'est bien, il y a l'acceptation de soi, et l'évolution passe aussi par l'acceptation de ses problèmes, et son ego, etc. Mais gardez toujours à l'esprit que le but c'est de vous en défaire. D'accord. Donc, ok, vous allez découvrir, vous êtes une personnalité de type 3, mais gardez à l'esprit que, voilà,
vous en libérerez un jour, vous libérerez des mécanismes du 3, vous garderez toujours une paire de lunettes 3, mais avec les verres les plus fins possibles, jusqu'à ce que personne finalement ne puisse imaginer que vous êtes doté de 3 même, un des pros de l'énagramme qu'on en a aujourd'hui. D'accord? Là, je ferme la parenthèse, je suis tellement oublié que j'ai téléphone, ça va retenir. Oui, vie réussie, donc être pleinement soi-même, c'est le premier point. Être pleinement soi-même, donc se libérer de sa personnalité, de tous ces mécanismes qui vous pourrissent la vie, forcément. Okay, être pleinement soi-même. Deuxièmement, ça va à peu près écouter son cœur. Écoutez son cœur, et votre cœur vous dit notamment ce que vous avez envie de faire dans la vie. Mais ce n'est pas évident d'écouter son cœur, parce que vous l'écoutez votre cœur, et votre cœur vous pousse peut-être dans une direction où il faut du courage, parce que peut-être que, c'est vrai sur le plan professionnel en tout cas, sur le plan personnel, parce qu'on peut évidemment suivre son cœur et s'épanouir dans des domaines autres que professionnels, heureusement, d'accord? Heureusement, notamment ceux qui sont à la retraite. Et il y a quelques têtes blanches ici. Je commence à blanchir, parce que je ne suis pas encore à la retraite. Mais on peut s'épanouir autrement professionnellement, mais en tout cas professionnellement, vous avouerez qu'entre les âges de 20 et 60 ans, on passe l'essentiel de notre vie éveillée au travail. Donc si on peut s'épanouir au boulot, c'est quand même plutôt pas mal. D'accord? Donc pour ceux qui peuvent soit faire évoluer leur métier, soit changer de métier, ou soit même vivre différemment, c'est quand même utile d'écouter son cœur et de savoir dans quelle direction on a envie d'aller. Et parfois, il n'est pas nécessaire de tout envoyer bouler pour plus s'épanouir au travail. Là, il y a aussi une illusion, parfois, qui consiste à se dire, bon, là, je suis pas heureux là où je suis, allez, j'envoie tout balader. C'est pas forcément non plus la solution. Si vous avez comme une personnalité au type 6, c'est quand même un peu flippant de se balader, d'accord, parce que si on a envoyé à payer quelques dettes, etc., il va lâcher son salaire, et son métier confortable, c'est quand même pas évident non plus. Donc on peut aussi réorienter un peu son métier en négociant avec son chef. En France, on ne sait pas négocier. C'est vrai, on est tout de suite dans la culture du je lâche tout, j'arrête tout, ou alors je rentre en grève, en conflit. On peut négocier quand même, d'accord? On peut négocier, et un certain nombre d'entreprises sont quand même à l'écoute de ce qui peut permettre à un salarié de se réaliser, parce qu'ils commencent à comprendre que si un salarié s'épanouit, bah, c'est là où il va être le meilleur. D'accord? Donc c'est comme l'intérêt de l'entreprise, c'est aussi qu'on peut le mettre en avant. Donc on peut négocier, puis aussi on peut vivre différemment le même métier, en mettant notre attention sur autre chose dans l'exercice de notre métier. Bref, écoutez votre cœur et essayez d'aller dans la direction qui vous insuffle. D'accord? Écoutez votre cœur, n'écoutez pas vos colères, n'écoutez pas vos peurs, etc. On va essayer d'entrer en contact avec vous-même. Ça vous permettra de réaliser ce qui vous tient à cœur. Et pourquoi réaliser? Parce que pour moi, c'est aussi en réalisant des choses dans la vie que l'on se réalise. D'accord? J'ai des amis qui sont très de méditation, qui font 4 heures de méditation par jour. C'est très bien, j'en fais parfois, et c'est très bien. Je ne remets pas du tout en question la méditation, mais si on a cette vie incarnée, d'accord, on est dans un corps, carne c'est la peau qui prend à latin, il me semble que j'ai la politique de latin, c'est quand même parce qu'on a un corps, si on a un corps et qu'on est incarné, c'est pour faire des choses, c'est ça que notre corps nous permet, faire et ressentir. Donc il ne faut pas être trop branché dans le cosmos parce qu'on a toute l'après-vie pour ça. Je crois vraiment de plus en plus, même si autrefois j'avais une vision matérialiste de l'existence, je crois de plus en plus que l'âme perdure. Je suis intimement convaincu aujourd'hui. Pour moi, la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau. C'est un débat, je sais, mais je suis convaincu que l'âme perdure, qu'elle utilise le corps à un moment donné, qu'on s'incarne parce qu'on a des choses à vivre, des choses à apprendre, sans doute, et notamment par rapport à ces difficultés que notre personnalité nous met sur notre chemin. On a des choses à apprendre dans cette vie et on apprend notamment en réalisant. On doit réaliser des choses. Et croyez-moi, la personne qui vous dit ça est quelqu'un qui n'est pas trop branché dans l'action. D'accord? En énéagramme, on a tendance à hiérarchiser un peu les centres qui correspondent à des zones du cerveau. C'est vrai, le cerveau. Je vais faire une parenthèse, on a une zone, une couche du cerveau qui est le cortical, le néocortex, qui est le siège de la pensée, on a une couche limbique, qui est le siège de l'émotion, de la relation, puis il y a une couche instinctive, qui est la couche reptilienne, le siège de l'action et de la réaction. Et en fait, on a tous les trois évidemment, mais on privilégie, on est plus à l'aise avec certaines zones du cerveau qu'on a tendance à surutiliser, ce qui n'est pas bien, évidemment. Moi, je surutilise plutôt le mental et l'émotionnel. L'instinctif, ça me fait profondément suer d'agir, d'accord, de bouger. Je suis en mode fauteuil, je ne bouge plus, ou je suis avachi, d'accord. Donc je ne suis pas très dans l'action. Et pourtant, je suis intimement convaincu, donc je pense être crédible si je dis ça, qu'on est là pour agir, pour faire des choses, pour réaliser des choses et réaliser ce qui me tient à cœur. Donc, entrez à l'écoute de votre cœur pour réaliser des choses, d'accord. On est incarné pour ça. On a toute la vie dans l'au-delà après pour retourner dans le cosmos. Okay. Dans une vie plus spirituelle. Donc réaliser, écouter son cœur et
c'est pas facile d'écouter notre cœur. Il y a des raisons psychologiques que j'évoquais, la personnalité, notre corps, etc. Mais aussi parce qu'on vit une drôle d'époque qui nous fournit des outils qui sont très utiles, comme ce qu'a Eric à la main. Voilà, un portable, on a des réseaux sociaux, des ordinateurs, des télés, des radios, des beaux outils. Je ne vais pas faire mon vieux con, je ne remets pas ça en question. Et ça peut aussi nous couper de nous-mêmes. D'accord? Ça peut absorber notre esprit. On peut rester là-dedans en permanence, et là, c'est la meilleure façon de passer à côté de sa vie. Et surtout, pas écouter notre cœur. Pourquoi est-ce que ces outils, ils ont la mauvaise idée de nous fournir des émotions en plus? Parce que le message d'un ami, qui soit sur Facebook ou je ne sais quoi, ou votre SMS, ça donne une émotion. Oui, j'ai pas la télé, je suis encore à l'âge de pierre. J'invente un peu. Mais quand vous recevez un message d'un ami, que ce soit la forme technique, c'est votre plaisir, ça vous donne une émotion positive. Donc vous pouvez petit à petit vous retrouver absorbé par ces outils qui vont vous nourrir en émotions positives. Mais si vous misez sur des outils technologiques pour vous nourrir de l'intérieur, c'est une réverbération bizarre, hein, pour vous nourrir de l'intérieur, vous êtes mal barré quand même. D'accord? Donc c'est plutôt en entrant en contact avec vous-même. Donc pour entrer en contact avec soi-même, il faut savoir couper un petit peu ces outils. Hein, il y a une expérience qui a été menée par une américaine il y a quelques années, avec des enfants. Elle a eu l'intuition que avec tous ces beaux outils, tous ces écrans qu'on donne comme ça aux enfants en voiture en roller, bah, ils ont peut-être du mal à être seuls avec eux-mêmes. Donc elle a mené une vraie expérience, c'est un scientifique dans une université américaine et tout, où elle a réuni 68 enfants, et en fait, ils avaient pour mission de vivre sans aucun écran pendant 8 heures. 2 sont allés jusqu'au bout, sur 68. 7 sur 68 ont tenu 5 heures. Après, ils ont craqué. Tous les autres ont craqué avant, et on va texter des nausées, des maux de ventre, des problèmes en tout genre. Ils n'ont pas pu tenir sans écran. D'accord? Et 3 on dit avoir songé au suicide. Voilà, d'accord, petite image d'un moment donné aujourd'hui avec ces beaux écrans, donc qu'ils restent nos esclaves et qu'ils ne deviennent pas nos maîtres. Okay? Donc voilà, moi je les mets un peu de côté, même beaucoup, pour rentrer en contact avec moi-même, me reconnecter avec mon cœur. Donc pour finir, je vais répondre à votre question que je n'ai pas oubliée. J'ai réussi donc à être soi-même, finalement soi-même, de écouter son cœur. Qu'est-ce qui viendrait en troisième position? Qu'est-ce qui viendrait en troisième position? Je pense qu'il y a un truc quand même qui... Oui, alors voilà. Et ça c'est lié à la libération de l'ego. Libération de l'ego. Alors l'ego, pour faire très court, encore, ça c'est partie de nous qui a besoin d'être reconnu, d'être aimé, voire admiré par les autres. Et on est tous, même si ce n'est pas au cœur de notre personnalité, au sein d'un énéagramme par exemple, on est tous plus ou moins sensibles au regard de l'autre. On a tous envie plutôt d'être aimé, voire pourquoi pas admiré, que d'être rejeté. D'accord? C'est normal. Et c'est mon cas aussi, même si comme ma personnalité, il y a la peur et non pas une problématique identitaire. Donc on a tous besoin de ça, et donc il y a cette partie en nous qu'on peut appeler schématiquement l'ego, qui se charge de nous présenter aux autres une partie valorisante de nous-mêmes, et qui pour ça va s'accrocher à tout ce que l'on croit, souvent à tort d'ailleurs, mais tout ce que l'on croit être valorisant. Okay, et donc finalement on peut avoir tendance à exister à travers ça. Et si on existe à travers ça, en fait on s'éloigne de qui on est, parce que nous ne sommes pas ces choses-là. Ces choses-là, je peux les citer pêle-mêle, j'avais fait un TEDx là-dessus. Ces choses-là, c'est quoi? C'est en premier lieu son métier. Si on a un métier valorisant, et un écrivain c'est plutôt valorisant en France, donc mon ego peut être tenté de s'en emparer, et parfois il peut être tenté de s'en emparer en effet, parce que voilà, c'est bien vu, donc je peux être tenté de mettre ça en avant, et puis d'exister comme un écrivain, de parler comme un écrivain, de tenir comme un écrivain. Christian comme écrivain d'ailleurs. Vous voyez, de me saper comme un écrivain, etc. Bref, de jouer à l'écrivain. Mais si j'adoptais un rôle d'écrivain, je ne serais pas moi-même. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça, sauf que si je joue un rôle, Gainsbourg appelait ça le masque, c'est l'enfer dans la vie, c'est le masque. Mais si je joue un rôle, même si je le joue très bien, et même si on l'aime pour ça, et surtout si on l'aime pour ça, je suis plus moi.